Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint ce nouveau webinaire organisé par MVCS sur la thématique gestion de projet et tout particulièrement l'IA aujourd'hui. Bienvenue à Loïc qui nous rejoint, bienvenue à tous, à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Philippe Prodhomme qui est de la société Enedis. Alors moi j'en étais resté à EDF, alors il va nous expliquer les différences peut-être entre Enedis et EDF, voilà, parce que ça bouge aussi pas mal de ce côté-là. Et puis juste pour le présenter, Jean-Philippe est ingénieur de formation, il est passionné d'innovation, d'intrapreneuriat et le monde de l'énergie. Il a travaillé en ingénierie chez Vinci, RTE, alors c'est pas Safe RTE, Release Train Engineer, hein, c'est réseau de transport électrique ou quelque chose comme ça. Voilà, aménager des projets à enjeu sur les réseaux européens à Bruxelles et développer de nouvelles solutions innovantes dans la filiale belge d'EDF afin d'aider à la décarbonation des clients B2B et B2C. Dans chaque entreprise, il a toujours fait partie de l'intrapreneuriat, donc qui est une forme d'entrepreneuriat, mais en interne. Et donc, c'est tout naturellement que l'IA a été une occasion de plus pour lui de s'exprimer en tant qu'intrapreneur, donc au sein de Enedis. Et donc, j'ai eu le bonheur déjà d'assister à sa présentation. Je trouvais que c'était particulièrement intéressant de l'inviter aujourd'hui. Justement pour la démarche projet, sans doute avec beaucoup d'agilité. Vous le verrez aussi en tant que chef de projet formé chez MBCS. Et puis aussi, il va nous parler de l'IA et de la valeur que ça peut apporter dans une entreprise comme Enedis. Voilà, Jean-Philippe, je te laisse la parole. Surtout, restez bien à la fin parce qu'il y aura quelques surprises de la part de MBCS. Vous verrez, vous pourrez aussi faire partie d'initiatives qu'on est en train de lancer. Voilà. Jean-Philippe, je vous laisse la parole. Ouais, merci Martial. Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, avant de me lancer, je vais juste vous rappeler Enedis ce que c'est. Enedis, ça fait partie du système électrique plus global et nous, on est le distributeur d'électricité. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'on s'appelait ERDF avant, Électricité Réseau de France. Et on a changé de nom pour bien faire la différence avec EDF, avec les autres. Donc Enedis, c'est le distributeur. RTE, c'est le transport, donc c'est les pylônes haute tension. Et après, on a les producteurs d'énergie, donc d'électricité type EDF, Total Energy et compagnie. Et après, on a les fournisseurs d'énergie qui, eux, vendent. Donc vous avez des contrats avec les fournisseurs d'énergie qui ne sont pas forcément producteurs. La plupart le sont, mais ils ne le sont pas tous. Et nous, dans tous les cas, on distribue, on est en monopole, on n'a pas le choix que de distribuer de manière équitable et égalitaire l'intégralité de nos clients. Alors donc, moi, je vais vous présenter la démarche d'intelligence artificielle plutôt générative. Hein. Chez Enedis, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années qu'on travaille sur l'IA, mais sur l'intelligence artificielle générative, ça fait très peu de temps. Comme beaucoup d'entreprises, hein, on a vu émerger l'IA Gen en novembre 2022 avec OpenAI et ChatGPT. Et puis pendant près d'un an, entre novembre 22 et novembre 23, on voyait, on n'était pas dupe sur le fait que certains collaborateurs, collègues utilisaient ça dans un cadre d'opportunité. Hein. On savait très bien que c'était pas pour de la malveillance, mais c'était parce que ça allait leur faire gagner du temps, gagner en efficacité, soulager leur charge de travail. Mais d'un autre côté, nous, on avait cette crainte de se dire, ah ouais, mais c'est pas un cadre sécurisé. On est quand même une entreprise en jeu, hein. Donc les données que possède Enedis, à la fois sur nos clients et sur le réseau, sont des données à enjeu. On ne peut pas se permettre d'avoir des fuites de données de par le fait qu'on est en monopole et parce qu'on est une entreprise stratégique dans un contexte géopolitique compliqué. On ne peut pas se permettre d'avoir des fuites de données. Donc voilà, donc cette ambivalence entre l'opportunité de créer de la valeur, de la performance, mais le risque, parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passait, parce que le cadre n'était pas clair, il s'avère que pendant un an, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on en fait, on n'a pas trop de cadre, comme beaucoup d'entreprises. Et puis, novembre 23, 1er novembre, pour ceux qui sont bretons, il se passe Kiaran. Kiaran, c'est la plus grosse tempête en Bretagne. Vous voyez quelques images hein, où on voit des équipes intervenir sur le terrain avec des poteaux qui sont à terre, des gens qui sont venus de partout en France. Hein. On a eu plus de 3000 collègues qui sont venus aider la Bretagne pour rétablir le courant dans des délais, hein, on ne s'en rend pas forcément compte, hein, parce qu'on a l'habitude d'avoir le courant tous les jours, on appuie sur l'interrupteur et l'électricité est là.
Il y a des gens qui sont restés jusqu'à 21 jours sans électricité, hein, dans les lignes les plus éloignées dans les campagnes bretonnes, hein, plutôt dans le Finistère. Et donc là, on s'est dit, bon, il faut vraiment faire quelque chose. On a un vrai enjeu, Enedis, on est sur la deuxième électrification de la France. C'est avec la décarbonation, l'arrivée de véhicules électriques, des pompes à chaleur, l'électrification des process industriels. On est sur la deuxième électrification de la France, hein. C'est le plus gros phénomène après la Seconde Guerre mondiale pour une entreprise comme nous. Plus les aléas climatiques qui augmentent en occurrence et en intensité. Donc, qui en était un exemple en 2023. Les inondations, les vagues de chaleur, on sait très bien que ça va aussi arriver avec le changement climatique. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire. Et l'opportunité technologique que l'IA générative apporte doit nous permettre de relever ce double défi que je viens de citer, la deuxième électrification de la France et l'occurrence et l'intensité des aléas climatiques qui va s'intensifier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de saisir cette opportunité et de mettre en place une stratégie, un cadre clair et une stratégie autour de l'IA générative pour transformer ce risque en opportunité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Très simple, hein, vous avez les 3 piliers que je vous montre là. On a pris un collectif. Ce collectif, c'est qui? C'est les gens qu'on savait qui utilisaient les chats GPT, mais de manière non officielle. Les gens qui avaient une appétence pour l'innovation, on connaît, hein, c'est assez facile de les connaître, ces gens-là, dans les entreprises. Et les troisièmes, c'est les gens qui arrivaient avec des besoins, en disant, ah bah tiens, Jean-Philippe ou à mes collègues, tiens, j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça. Bien là, ces gens-là, on les a pris. On leur a dit, bah écoutez, très bien, super, vous êtes notre premier collectif qu'on a appelé Makers. Et avec vous, on va travailler autour de l'IA générative parce qu'on va vous donner les clés pour développer vous-même les solutions à vos problématiques. C'est la première chose. Après, on a mis en place des outils. Les outils, c'est hyper important pour avoir un cadre sécurisé, puisque comme je disais en introduction, la crainte de beaucoup d'organisations comme les nôtres, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui se passe des données? Est-ce qu'on est en ligne avec les RGPD? Est-ce qu'on est en ligne avec la sensibilité des données? Est-ce qu'on est en ligne avec l'IA Act, qui vient d'arriver, hein, le règlement européen? Donc on a mis des outils qu'on maîtrise et qui étaient dans un cadre beaucoup plus sécurisé que ce qui se passait quand on était sur une version commerciale d'un OpenAI. Et puis, on a mis en place une méthodologie. La méthodologie, c'est ce que disait Martial en introduction, elle est basique, hein. Elle s'inspire des méthodes d'intrapreneuriat. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, l'intrapreneuriat. J'y crois beaucoup à cette capacité aux salariés d'apporter de la valeur et de créer des services ou des outils qui vont apporter de la valeur à l'entreprise sans forcément avoir nécessairement besoin de sortir de l'entreprise pour entreprendre. Donc cette méthodologie, elle se base sur plusieurs principes. Le premier, ça a été de former, donc d'acculturer ce collectif, de les former aux outils. On leur a donné les clés, on les a accompagnés, formés, sensibilisés, comme je disais, à la sensibilité des données, à la cybersécurité, à l'IA Act, à la RGPD, en leur disant voilà le cadre qu'on vous donne, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire, et voilà comment vous pouvez le faire avec les outils. Et puis, on les a accompagnés. On ne les a pas abandonnés en disant, bon, bah maintenant, tu es formé, débrouille-toi. Ça, c'est un point qui est hyper important, c'est l'accompagnement qui va avec. Donc, on les a accompagnés en faisant des réunions régulières, des webinaires comme on fait là, des points d'accompagnement. Et puis, dès lors qu'on a eu assez de projets, donc on a laissé diverger, hein, dans l'entrepreneuriat, ça fait partie d'une des méthodes, c'est de laisser diverger et de rentrer dans ce qu'on appelle le funnel d'innovation, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a trop de projets, on ne peut pas tous les suivre, il faut rentrer dans une phase de convergence. Et cette phase de convergence, on l'a fait. Alors, il y a eu un écrémage un peu naturel, parce que des projets sont tombés naturellement de leur belle mort, et d'autres, a fallu les arbitrer. L'arbitrage, nous, on l'a fait par la valeur. C'est une chose qui est importante pour nous, même si, comme je disais en introduction, on est en monopole, ça n'empêche qu'on cherche à créer de la valeur et pour l'entreprise et pour nos clients, pour les citoyens français. Et donc, du coup, on a établi une manière de quantifier la valeur des projets et on a gardé les 20 projets à la plus haute valeur. Cette valeur, pour nous, elle est de 3 ordres. Le premier ordre, c'est la qualité de vie au travail. Donc, comment on va améliorer la charge de travail, la charge mentale qu'il peut y avoir sur nos salariés. La deuxième, c'est les indicateurs métiers et les indicateurs clients. Un indicateur métier, par exemple, pour nous, c'est réduire au maximum le risque de sécurité. L'enjeu de sécurité, il est très fort chez nous, hein, parce qu'on joue avec, entre guillemets, hein, je dis on joue, on travaille avec avec l'électricité, parfois sous tension, donc on ne peut pas se permettre de se dire, ah bah peut-être que, non, non, il n'y a pas de peut-être chez nous, c'est oui ou c'est non.
Donc voilà, les enjeux de sécurité sont très forts. Les indicateurs clients, comme je disais aussi, c'est-à-dire qu'on est très sensible à la satisfaction de nos clients, à la fois à réduire le nombre de réclamations, la rapidité avec laquelle on va répondre aux réclamations, aux demandes de nos clients, et sur les délais de raccordement. Ça, c'est un indicateur qui est aussi très fort chez nous, le délai de raccordement, qui est un des meilleurs en Europe, hein. Et même au monde d'ailleurs, mais on a tendance à être français et à râler. Mais le délai de raccordement qu'on a en France est un des meilleurs. Typiquement aux Pays-Bas, là, ils ont des gros soucis parce que les délais de raccordement sont tellement longs que ça pose des problèmes de performance économique pour les entreprises qui veulent s'installer. Donc voilà, ça c'est le deuxième moyen de définir la valeur, c'était les indicateurs. Et le dernier, c'est la performance économique. Bien évidemment, un des enjeux de l'IA et de l'IAGEN, c'est de réussir à créer de la performance économique. Et ça, c'est plus facile à quantifier, à vrai dire, de se dire bah, combien d'euros on va économiser ou on va générer grâce à ces nouveaux outils. Donc voilà pour le cadre. Et donc, comme je disais, on a laissé ces makers créer ces projets, accompagner ces makers, arbitrer les projets, et on en a gardé une vingtaine qu'on a valorisés. Alors maintenant, je vais vous donner un peu de concret, parce que quand on parle d'IA, surtout d'IAGEN, il y a beaucoup de choses qui sont montrées, beaucoup de discours qui sont tenus, et parfois, voilà, il y a un discours de façade, hein, c'est facile de dire que tout est beau, tout fonctionne, et puis il y a une réalité derrière. Là, je vais vous montrer un exemple concret de projet qui a été mené par les métiers eux-mêmes, hein, par un des makers de notre collectif, et qui s'appelle Assistant Réclamation. Assistant réclamation, il est directement dans les métiers qui traitent les relations clientèle, et notamment les réclamations de nos clients. Alors, c'est quoi le contexte? Ces gens, ils travaillent, donc, comme je le disais, autour de la réclamation de nos clients, et il se retrouve que, il s'avère qu'il y a des volumes de réclamations et de demandes qui sont importants, ce qui engendre des délais de traitement, et on rentre très vite dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on a de volume, plus on a de délais de traitement, plus les clients relancent, et donc plus le volume augmente. Donc on se retrouve avec des quantités de réclamations qui sont énormes, une charge mentale qui va sur les conseillers qui est énorme, et très vite, on dégrade la qualité de vie au travail aussi de nos conseillers. Et puis, en plus de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois un manque d'homogénéité. Homogénéité entre les agents, entre deux collègues, il n'y avait pas toujours le même type de réponse, même si on a des trames et des doctrines, hein. Et puis entre les agences, entre les différents départements. Donc typiquement, un client qui est multisite, pour une même réclamation, pouvait avoir des réponses pas tout à fait égales. Donc, ce qui a été développé par le métier lui-même, hein, par les agents qui travaillent sur les réclamations clients grâce aux outils qu'on leur a mis en place, ce qu'on appelle Réclamassist. Réclamassist, c'est quoi? C'est ce que vous voyez en face de vous. Donc, c'est un outil, une interface, dans laquelle on va mettre la réclamation du client. Donc, vous voyez en haut à gauche, la réclamation, elle a été copiée-collée. Le conseiller, lui, va apporter sa valeur. La valeur, c'est sa connaissance humaine. C'est-à-dire que lui, il sait analyser le dossier, il va aller dans les outils, le GRC, les différents outils SI industriels d'Enedis, pour aller comprendre le pourquoi de la réclamation et la réponse à apporter. Et puis, l'IAGEN, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rédiger, grâce aux éléments de langage qu'on lui a donnés, les éléments de langage Enedis, elle va formaliser la réponse. Le parallèle que j'aime bien faire, moi, c'est de se dire, on a le brouillon, comme quand on est au bac, on a notre dissertation, à gauche, il y a le brouillon, à droite, il y a la mise au propre. Et bien finalement, la mise au propre, ça apporte pas beaucoup de valeur, et ça fait gagner énormément de temps de le faire par une IA générative. On responsabilise toujours l'humain, c'est-à-dire que vous voyez en haut, on va le revoir là quand ça s'exécute, on a bien réécrit en haut en rouge, en gras, que c'est l'humain qui relie la réponse, qui copie-colle dans un mail, mais qui relie et qui est responsable de ce qui est envoyé au client. Attention, vous devez relire la réponse avant envoi. Pourquoi ça? Parce que le risque, le biais, c'est qu'on fasse aveuglément confiance à l'outil et que petit à petit, on perde la compétence et qu'on se décharge sur l'outil en cas de problème. Pour éviter aussi cet écueil, c'est que les jeunes dans le métier, pas forcément dans l'âge, mais dans le métier, les nouveaux arrivants, on ne leur donne pas encore l'outil, et ils font même la partie rédactionnelle par eux-mêmes, et à terme, au bout de quelques semaines, on leur donne l'outil pour que voilà, on ait encore cette compétence-là en interne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est sensible au RGPD, donc, et à la sensibilité des données. Donc en amont, on anonymise, donc on enlève le nom du client, on enlève les données personnelles qu'il pourrait y avoir pour que l'outil n'ait aucune information liée à un caractère personnel autour de ça. Alors tout n'est pas encore automatisé, hein, vous le voyez, hein, il y a du copier-coller, mais rien qu'avec ça, on gagne suffisamment de valeur pour justifier ce projet.
Alors cette valeur, quelle est-elle aujourd'hui? On parle d'un délai de traitement de réduit d'environ 15%. 15%, c'est pas si énorme, on peut se dire, mais c'est quand même 5 minutes par réclamation. Et ce qui fait la force de notre projet, c'est que rien que pour la région Bretagne, hein, c'est 20 000 réclamations traitées grâce à cet outil. Donc 20 000 réclamations par 5 minutes, c'est 100 000 minutes, hein, qu'on a économisé et qu'on a pu redistribuer sur d'autres activités plus à valeur. Les réponses qu'on apporte, elles peuvent être plus précises et cohérentes. On a gagné en efficacité opérationnelle et comme je le disais en introduction aussi, c'est qu'on a augmenté la satisfaction des clients, des conseillers, pardon. Comment? En fait, ça c'est un gain indirect qu'on n'avait pas imaginé, mais le stress que pouvaient générer les fautes d'orthographe ou les problématiques de syntaxe, elles ont disparu en fait, parce que c'est l'IA qui va rédiger proprement, sans aucune faute. Ça, on peut, à l'IA générative, on peut lui incomber certains défauts comme l'hallucination. Par contre, l'orthographe et la syntaxe, elle est très très forte. Donc ça a enlevé ce stress sur les conseillers, et ça, c'est vraiment très intéressant. On a gagné en uniformité, en conformité. Et enfin, c'est un outil qui est suffisamment simple pour le généraliser et devenir très vite indispensable. En fait, comme il a été développé par les conseillers eux-mêmes pour eux-mêmes ou leurs homologues, le taux d'adoption, il est quasi immédiat. Il y a toujours au début cette petite controverse en mode bah non, mais l'IA va me remplacer. Et après, quand ils comprennent que c'est non, l'IA va pas nous remplacer, puisque la valeur humaine, elle est dans l'analyse du dossier, c'est plutôt non, l'IA, elle est là pour augmenter l'humain et pour t'aider dans les tâches qui finalement ne créent pas tant de valeur que ça. Alors, il y a d'autres problématiques derrière, hein. Est-ce que on va pas perdre notre capacité à rédiger, à écrire sans faute d'orthographe? Bon, moi, ce que j'aime bien faire comme parallèle, c'est quand la calculatrice est arrivée, ça ne nous a pas empêché de continuer à savoir compter. Par contre, on est sans doute moins bon en calcul mental que nos grands-parents. Bah, là, c'est un peu le parallèle, oui, on va sans doute perdre un peu notre compétence en orthographe, mais ça n'empêche pas que si on veut, on est capable de continuer à savoir écrire, grâce à des règles qu'on apprend à l'école. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, et maintenant, à quoi on fait face? Donc, la première chose, c'est le passage à l'échelle. C'est bien beau d'avoir lancé ce projet, mais maintenant, l'idée, donc là, il marche en Bretagne. Nous, Enedis, on est une entreprise française, c'est de se dire maintenant comment on le démultiplie à toute la France. Donc là, je disais 20 000 réclamations en Bretagne. Si demain on le démultiplie, on parle de centaines, voire de millions de réclamations qu'on va traiter. Donc, comment on gère ça? La deuxième problématique, hein, qui est très projet, hein, vous qui êtes des chefs de projet, c'est comment on s'intègre davantage dans le SI industriel, hein. L'architecture SI d'une grosse boîte comme Enedis, c'est pas simple. On a des données complexes, on a des outils complexes, et comment on vient imbriquer ça dans ce SI, et comment on automatise un petit peu plus la partie notamment anonymisation, comment on l'automatise. Et enfin, une des questions qui se posent dans beaucoup de projets d'IAGEN actuellement, comme c'est encore la genèse, c'est la cohabitation avec les projets plus long terme. Typiquement, comment on va arriver si on a un ERP, si on a un GRC, qui vont bientôt proposer eux-mêmes des briques d'IA intégrées, comment on arrive à faire cohabiter ces projets à valeur pendant des périodes plus ou moins longues, avant l'arrivée, par exemple Salesforce annonce embarquer de l'IA générative nativement dans ses outils. OK, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on attend 2, 3 ans, mais on perd cette valeur qu'on pourrait créer avec l'IA générative, ou on se lance maintenant, on crée de la valeur, et quand les projets, on va dire, plus industriels arriveront, bah, on sera déjà prêt pour ça. Voilà, et j'en ai fini pour, ma présentation, voilà, de ce cas d'usage, plus précisément sur lequel on a travaillé, depuis 1 an. Super, merci beaucoup Jean-Philippe. Alors peut-être avant de prendre les questions, juste un ou deux commentaires. J'ai mis agile et c'est aussi quelque chose que vous semblez manipuler. Moi, j'ai noté des mots comme user-centric, évidemment, la valeur priorisée par la valeur client, valeur utilisateur final. Ça, c'est super important. Priorisation aussi, c'est des mots qui sont extrêmement importants. La notion aussi de coalition, c'est-à-dire une petite équipe qui a envie de bouger les choses et qui est motivée pour faire bouger les lignes. Donc vraiment, on y est par rapport à ça. J'ai invité les uns et les autres à poser des questions par rapport à ça. Et puis, j'ai aussi une petite présentation à vous faire derrière pour que vous aussi, vous puissiez vous emparer de ce sujet à votre façon. Est-ce qu'il y a des questions suite à la présentation de Jean-Philippe, s'il vous plaît?
Prenez la parole. J'ai une petite question, notamment sur comment vous avez créé une adhésion des utilisateurs, parce que vous en avez parlé rapidement, mais sur le fait qu'il y a des personnes qui avaient peur que le l'IA les remplace. Mais c'est plutôt comment vous avez créé l'adhésion pour qu'ils arrêtent d'utiliser ChatGPT et qu'ils passent plutôt sur votre IA, alors même que ChatGPT, on a confiance dans sa rapidité, sa précision, on a l'habitude de l'interface, etc. Comment vous avez amené ce projet vers d'autres personnes Alors, ensuite? déjà, donc en communiquant, en disant, de toute façon, ils le savaient déjà, hein, c'était un message du COMEX, l'interdiction de l'utilisation des outils d'IA génératifs dans l'entreprise. Et là, c'était de leur dire, OK, d'un côté, on vous bride, mais d'un autre côté, on vous offre l'opportunité de l'utiliser. Donc, sachez que vous pouvez, mais il y a des règles. C'est comme tout, quand on est enfant, on a envie de déroger aux règles, mais là, à un moment, on donne un cadre qui est rassurant pour tout le monde, parce que les gens se posent aussi naturellement les questions, hein. Il n'y a pas de malveillance dans la plupart des gens qui travaillent. Et donc, c'est de leur dire, OK, tu peux continuer, mais par contre, dans ce cadre-là, on te donne le cadre dans lequel tu peux travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est en leur prouvant que ce qu'on met en place, ça va même plus loin. Parce que du coup, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un outil notamment de RAG, de plateforme RAG, donc avec les pré-prompts qui sont tout faits. Et plutôt que de se dire chacun dans son coin, on va avoir les mêmes idées de cas d'usage, et développer les mêmes prompts qu'on va chacun dans notre coin perdre du temps à développer, c'est de se dire on a une plateforme où chacun voit ce que les autres font et on partage en fait. C'est par le partage en se disant ah mais oui, mais ça c'est une super idée, je vais réutiliser ce qu'a fait le collègue. Et ceux qui sont pas adeptes de rédiger des prompts, bah, juste utilisent en mode client utilisateur, client final, ce qui a été développé par leurs collègues. Et l'interface est suffisamment simple. Alors, c'est pas celle de ChatGPT, hein, c'est pas celle d'OpenAI, mais pour le coup, je la trouve encore plus simple, notre interface. Et donc, du coup, l'adoption, elle est directe, quoi. Ok, merci. Et il y a aussi le fait, le dernier, hein, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que ce soit développé par les collègues eux-mêmes. Ça, l'adoption, elle est bien plus forte que de dire ah bah ça c'est un outil développé par la SI qu'on va t'imposer, dont l'ambition peut-être est de te remplacer demain. Et ça, c'est pas tout à fait le même message que de dire tiens, ça c'est un collègue parce qu'il a compris l'irritant, puisqu'il connaît très bien notre métier, qu'il l'a développé pour nous gagner en efficacité. Ouais, il y a eu des rôles d'ambassadeur en fait au sein de Exactement. l'office. Exactement. Ok, d'accord. Merci. Voilà, merci Johanna. Johanna, si on continue de modérer, il y a peut-être une ou deux questions encore. Florence, Sana, Pierre, Loïc, Anne-Sophie. Juste une question. Là, dans ce que j'ai compris, ça veut dire que tout le monde pouvait voir les recherches de tout le collectif? En fait, tout le monde peut voir les cas d'usage, les projets développés par les autres. Enfin, les gens qu'on Et a ça, formés, le collectif ok. qu'on a Et ça, formé. du coup, Hmm, ça a pas, enfin, l'état d'esprit était tel que ça n'a freiné personne, le fait que tout soit partagé et visible? non. On part du Ok. principe que si on crée des projets à valeur pour l'entreprise, il y a rien à cacher en fait. Non, mais c'est bien. Ça demande, dans certaines structures, ça demande un peu d'effort, on va dire, mais ok. Non, c'est Et, chouette. Ça marche. Si je J'ai une comprends bien, question. ah pardon, bah je t'en prie, Sana. Ça marche, merci Loïc. J'ai une question, Jean-Philippe. Là, il y a les réclamations qui ont été traitées par l'IA. Il y a certainement d'autres projets qui seront mis en place ou qui sont en cours. oui. D'accord. Parce que les réclamations, je me disais que c'est quelque chose qui est le plus, comme vous avez dit, c'est un gain de temps, mais c'est quelque chose aussi qui prend, qui est assez, c'est une grosse charge mentale. Mais est-ce que vous pouvez nous dire peut-être pas, mais, ou un ou deux idées de projets Ouais, alors celui-là, il est plus facile à communiquer, voilà, parce que c'est un projet. La relation clientèle, hein, il y a quelques grands domaines qui sont communs. On n'invente rien, hein, ce qu'on fait sur la relation client, on n'invente rien. Il y a plein d'autres entreprises qui travaillent dessus.
c'est quand on écoute des projets autour de l'IA générative, la relation clientèle, c'est un des métiers qui va le plus changer avec l'IA générative. Entre des chatbots, entre des robots qui vont répondre automatiquement, entre des humanoïdes, entre ces automatisations de réponses que je viens de vous montrer, ça, c'est des choses qui sont en train d'être bouleversées dans le monde de la relation client. Donc ça, c'est clair. C'est pour ça que je le présente et c'est pas nouveau. Après, il y a tout ce qui est, il y a beaucoup d'autres domaines où nous, on n'est pas forcément, tout ce qui est design, tout ce qui est communication, tout ce qui est développement. Nous, les développeurs qu'on a utilisent beaucoup des outils Diagène pour les aider dans leur quotidien. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et on travaille aussi, nous, sur notre domaine très opérationnel. Donc, nos opérations, nos techniciens, comment on va améliorer la performance de nos techniciens dans leurs interventions, comment on optimise leurs interventions, comment, voilà. C'est les projets sur lesquels on travaille principalement, en fait. Ok, donc le projet, en effet, là, c'est l'objectif, c'est d'intégrer l'IA dans tous tous les services, mais en tout cas dans toutes les actions, les activités qui pourraient être intégrées et qui feraient gagner Enedis en performance, en fait. C'est un peu ça l'objectif. Exactement, qui crée de la valeur. Comme je disais, 3 types de valeurs, qualité de vie au travail, performance et indicateur métier ou client. Okay. Très bien. Merci Jean-Philippe. Moi, j'avais une petite dernière question. C'était par rapport à la démocratisation de l'utilisation de cet outil. Que là, vous parliez en effet, donc d'améliorer la qualité de vie au travail. Je suppose que ça va prendre quand même un certain temps pour que le personnel d'Enedis prenne l'habitude d'utiliser ce nouvel outil. Est-ce que quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés pour intégrer l'utilisation de cet outil? Ouais. Eh ben, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en a pas d'obstacle. Ça fait partie de ChatGPT, c'est un des outils qui a été le taux d'adoption le plus rapide. Je crois que c'est 100 millions en un mois d'utilisateurs. C'est juste énorme. Et là, c'est exactement la même chose, en fait. Les gens, ils ont l'habitude, ils connaissent, c'est très simple. Et en plus, comme ça a été développé par les métiers pour les métiers, je disais tout à l'heure, la première réaction, mais c'est quoi ce truc qui va me remplacer? Et on parle d'une heure à peu près en termes d'adoption par les gens. Et là, on est plutôt à freiner l'utilisation parce que tout le monde veut l'utiliser. Et maintenant, comme je disais, on est dans cette notion de passage à l'échelle. Donc, on veut le faire de manière un peu industrielle. Et donc, on est un peu en train de freiner en disant, attends, ça va arriver. On est en train de structurer la démarche. On est en mode projet, comme vous. On va structurer la démarche pour accompagner les autres régions et le faire de manière industrielle. Mais l'adoption est immédiate, en fait. Bon, là, vous l'avez vu, l'interface est très simple. La compréhension du mécanisme derrière est simple. Et c'est ça qui est étonnant, en fait. On n'a pas de frein. On n'a pas eu d'obstacle particulier, hormis au début, vous allez me remplacer. Et après, c'est ah ouais, en fait, j'ai compris, vous n'allez pas me remplacer. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont compris assez vite, quoi. Oui, oui. Merci. Peut-être une dernière question avant de passer sur la suite. Pas d'autres questions? Alors, comme l'a dit Jean-Philippe, évidemment, l'IA, j'espère que vous voyez mon écran, l'IA envahit absolument tout et on en a déjà parlé entre chefs de projet, à savoir est-ce que le chef de projet va utiliser de l'IA pour délivrer son projet, ce qui est une première dimension, ou bien est-ce que tout projet, au même titre qu'aujourd'hui, tout projet a du digital, toujours une partie digitale, un bout de logiciel, ce qui aussi appelle à des nouvelles méthodes comme l'agilité, est-ce que tout projet va embarquer de l'IA? Et donc, en fait, par rapport à ça, nous, on vous a déjà... Alors, vous pourrez regarder le YouTube si vous voulez regarder ça. On vous propose un petit agent pour aller un peu plus loin. Là, je le mets dans la barre de conversation pour savoir, moi, en tant que chef de projet, j'en suis où par rapport à ces questions? C'est-à-dire que c'est un peu inclusif, en fait. Est-ce que c'est l'IA qui est le projet ou bien c'est aussi le chef de projet qui va se servir de l'IA? Tout ça n'est pas encore très, très clair. Et donc, on vous propose quelques réflexions, quelques outils. Si vous voulez faire une charte projet, si vous voulez aussi structurer un projet, voir ce que ça peut donner, ou bien vraiment vous poser des questions sur l'IACT et sur le RGPD en général.
Donc voilà pour ça. Toujours pour la communauté, nous, évidemment, on a lancé un certain nombre de formations et des formations certifiantes, hein, surtout pour les référents, donc avec des certifications inscrites au registre spécifique de France Compétences. Et donc, évidemment, il y a le prompting, quoique le prompting, aujourd'hui, c'est effectivement une compétence qu'il faut encore développer. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et surtout, où sont mes données? Où vont mes données? Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, la dimension pour l'entreprise. RGPD, quelles sont les informations que je donne? Quelles sont les informations que je ne donne pas? L'IA Act, avec ses 4 niveaux, est-ce que ce que je fais peut être vraiment très, très dangereux pour les matériels, les humains, ou est-ce qu'au contraire, il est inoffensif? Et donc, autant de questions que vous pouvez aborder pendant ces sessions-là. Je vous mets les prochaines dates, et évidemment, Andrea se fera un plaisir de répondre à toutes les questions par rapport à ce qui arrive. Et enfin, je terminerai là-dessus avant de remercier Jean-Philippe. On est en train de lancer pour les apprenants MBCS un portail IA qui s'appelle Infinity. Et donc, on cherche des apprenants bêta-testeurs. Ce sont des agents autonomes qui vous préparent aux certifications. Et donc, l'idée, c'est de ne plus faire le bon vieux e-learning, mais c'est avec des séquences, voilà, qu'on passe entre 0 et 100%, etc. Mais c'est d'avoir un coach, alors qui reste un robot, hein, il faut se calmer, pour vous accompagner plutôt sur les points qui vous intéressent, les points que vous souhaitez développer, ou bien tout simplement les faiblesses avant de nous présenter aux certifications. Donc, on est presque en train de passer en bêta-test. Donc, ceux qui sont intéressés, on va faire aussi appel à la communauté. Ceux qui sont en cours de préparation de certification, on va prendre 1 ou 2 certifications si ça vous intéresse. Surtout, écrivez-nous à infinity@mbcs.fr et on se fera un plaisir de vous connecter là-dessus. Évidemment, le jeu, c'est de vous rejoindre à la demi-heure et puis qui permettra de débriefer de tout ça et puis qui permettra aussi de collecter vos avis par rapport à ça. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions résiduelles des uns et des autres. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Il y a des abonnés, donc c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. C'était aussi un plaisir d'accueillir Jean-Philippe. Jean-Philippe, je vous laisse peut-être un mot de la fin pour vraiment enrubanner cette intervention. Ouais, moi, ce que j'aime bien dire, en fait, bon, le discours a beaucoup changé en 1 an et demi, mais il y a 1 an et demi, on était quand même plutôt pionniers, hein. Beaucoup d'entreprises se posaient des questions sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que cette question, il faut même plus la poser. C'est oui, on y va, mais la vraie question, c'est quand est-ce que vous y allez, vous, en tant que chef de projet ou dans vos entreprises, c'est quand et comment aussi. Parce que y aller n'importe comment, ça sert à rien non plus. Faut pas essayer de se battre contre des moulins. Mais il faut vraiment structurer un minimum la démarche, ce qu'on a voulu faire, hein, avec des outils, un collectif, une méthodologie. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on y va, mais c'est plutôt quand et comment. Voilà, c'est ce que je veux dire pour conclure. Ok, super. Voilà une belle conclusion pleine de sagesse. La question ne se pose plus, c'est quand et comment. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Sur nos programmes de webinaire, on va faire une petite pause estivale. On va essayer de reposer nos cerveaux bourgeonnants toujours et les laisser s'auto-alimenter. Je rappelle qu'il y a une formation PMP la semaine prochaine, donc bienvenue à ceux qui vont y participer. Et puis voilà, je vous souhaite un magnifique été. On se retrouvera sans doute à l'orée du mois de septembre pour un sujet. Alors vous l'aurez compris, mixant IA, gestion de projet, on verra bien. Et si vous souhaitez aussi contribuer, témoigner, surtout n'hésitez pas sur cette thématique. Voilà, je vous remercie à tous. Merci à Andrea pour l'organisation. Merci à Jean-Philippe pour l'intervention. d'Enedis, hein, ça y est, je sais ce que c'est maintenant. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente journée. Merci à vous. Merci, bonne Merci journée. à tous. Bonne Au revoir. journée. Merci, Merci au à revoir. tous. Au revoir.